Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bienvenue. On va peut-être laisser le temps aux uns aux autres de se connecter et de nous rejoindre. Peut-être un petit rappel d'informations pratiques. Donc, comme pour les précédents webinaires qui se sont tenus vendredi dernier et hier, ce webinaire sera enregistré puisque le replay sera disponible et mis en ligne sur le site de l'ANS et aussi sur notre site. Si certains d'entre vous ont assisté à d'autres webinaires, le contenu sera identique. Les questions-réponses, peut-être pas, mais en tout cas, le contenu de la présentation et le propos sera identique. Donc, on s'excuse par avance s'il y a des redites, mais pour le coup, on a juste découpé les webinaires pour avoir des publics un peu moins nombreux et laisser un peu plus de place aux questions-réponses. Ce qui me permet de vous indiquer que évidemment, vos questions sont bienvenues et plutôt de les poser dans le canal questions-réponses, donc Q&R, et non pas dans la conversation. Merci beaucoup par avance. Et je vois qu'on a déjà un message sur un problème technique. Quelqu'un qui n'a pas le son. Est-ce que vous nous entendez correctement? Moi, je t'entends. Nous aussi, on t'entend ici dans la salle. Ok, donc apparemment, c'est un problème de la personne concernée. J'espère qu'elle pourra le régler. Voilà, sans plus attendre, merci beaucoup à tous et toutes d'être connectés et je laisse la parole à David Senati pour une petite introduction. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à ce webinaire appelé Pouvoir public. Effectivement, comme l'a dit Émilie, on va un peu se redire, et moi dans l'introduction pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais vous rappeler à quel point le règlement espace européen de santé est un enjeu majeur pour nous tous, évidemment pour améliorer la santé des personnes, faciliter le partage des données de santé à l'échelle nationale, mais bien sûr européenne. Grâce à ce règlement, on construit une Europe plus forte à l'échelle internationale. Et c'est le premier espace sectoriel européen que la Commission a lancé, cet espace européen de santé. Et on a suivi donc la genèse du règlement depuis maintenant plus de 2 ans, puisque ce projet au début, le projet de règlement a été négocié à Bruxelles et nous étions bien évidemment présents autour de la table. On a été amené également à faire de nombreuses actions de sensibilisation, d'information, des conférences sur ce sujet pour tous les publics et notamment les pouvoirs publics. Donc j'espère que vous avez déjà pris connaissance des enjeux du règlement, puisque du coup, nous pourrons rentrer plus facilement ensuite dans les détails et les questions-réponses ensemble. Je me doute que le règlement n'est pas encore sur votre table de chevet, mais c'est un règlement qu'il faut absolument lire, puisqu'il va bien sûr modifier le paysage du numérique en santé, à la fois sur la partie primaire pour les soins, mais aussi sur la partie secondaire, l'utilisation des données pour la recherche, l'innovation et l'évaluation des politiques publiques. Une slide ensuite qui est juste d'après, sur laquelle je suis censé parler, qui rappelle les bénéfices du règlement. Merci. Donc, comme je le disais, donc, améliorer la santé des personnes et un levier pour l'optimisation de l'utilisation des données. Rappeler un petit point sur la méthode de concertation. Aujourd'hui est un temps, mais il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, bien entendu. Donc, on est à votre disposition bien, sur toutes les questions. On a eu l'occasion d'échanger avec bon nombre d'entre vous préalablement et on va continuer ces échanges après. C'est un chapitre parmi d'autres de la mise en œuvre de ce règlement qui passera par la rédaction d'un projet de loi, en tout cas d'un texte réglementaire, qui passera au Parlement, probablement début 2026. Donc, on est très attentif à vos retours et n'hésitez pas à en faire le plus possible pour pouvoir contribuer à ce texte.
Cette démarche de concertation est une démarche vraiment transparente. C'est assez inédit d'ailleurs, hein, cette démarche de transparence aussitôt dans les sujets réglementaires d'application d'un règlement européen. On a souhaité vraiment vous associer au maximum, tous les types de publics concernés par le règlement, pour que vous puissiez nous faire vos retours et co-construire ensemble au maximum les adaptations françaises que l'on pourra faire de ce règlement, qui sont néanmoins minces, mais qui existent, qui vous seront présentées ensuite tout au long de la présentation, notamment synthétisées dans 15 fiches thématiques. Et je vous remercie toute l'équipe de la DNS ici présente, ainsi que de nos partenaires interministériels, autres directions, agences et opérateurs, pour avoir contribué à ces 15 fiches résumées. C'est déjà été un challenge qui vous permettront de mieux saisir et appréhender les enjeux, les marges de manœuvre sur lesquelles on pourra jouer côté français dans la transcription l'adaptation de la réglementation française à l'arrivée de ce règlement. Voilà, Émilie, ce que je pouvais dire en introduction. Merci beaucoup, David. Sans plus attendre, alors on va démarrer ce webinaire qu'on a voulu démarrer un petit peu par quelques slides qui rappellent dans les très grandes lignes, hein, le contenu du règlement, parce que on s'est dit que peut-être, malgré les échanges nombreux qu'il y a déjà eu sur le texte, certains d'entre vous n'ont pas eu le temps ni l'occasion d'en prendre vraiment connaissance. Donc c'est vraiment le moment de le faire, en tout cas, c'est sûr. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un bref rappel des grandes lignes et des grands points clés à retenir du règlement. Et ensuite, on vous présentera de manière très synthétique et très résumée les 15 fiches qu'on a élaborées, qui sont des fiches qui touchent uniquement au sujet des marges de manœuvre qu'on a, nous, en France, dans l'application du règlement. Donc, évidemment, ces 15 fiches, elles donnent un aperçu de certains éléments importants du règlement, mais elles ne vous dispensent pas de, par ailleurs, prendre connaissance du reste du texte pour finalement se préparer à l'application, hein, parce qu'on aura évidemment d'autres rendez-vous et d'autres occasions d'échanger sur la partie qui relève plus de la mise en œuvre pratico-pratique du règlement. Comme l'a dit David, je vais passer assez vite sur les grandes lignes du règlement. Pour rentrer peut-être directement d'abord, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux volets principaux dans ce règlement. Un volet usage primaire des données de santé, un volet usage secondaire des données de santé. Sur le volet usage primaire, le règlement prévoit plusieurs règles. Il prévoit des règles qui s'appliqueront dans les 27 États membres de la même manière, et donc des obligations pour les États membres de prévoir, pour faire simple, un accès facilité et des droits renforcés pour le patient, pour le citoyen, sur son dossier médical électronique. Donc un certain nombre de droits, droit d'accès en ligne, direct, gratuit, droit de masquage, de rectification, portabilité, etc. Et puis, ce règlement dit à l'échelle européenne, en outre, ce qui est hyper utile, et c'est dans le prolongement finalement de ce que prévoyait déjà la directive soins transfrontaliers, il dit c'est utile que ces éléments de ce dossier médical puissent être partagés à l'échelle européenne. Donc, il ne s'agit pas du tout de créer un dossier médical européen. Ça, c'est peut-être une première précision importante parce que parfois on peut faire une petite confusion sur ce point. Il s'agit bien de permettre d'échanger certains éléments du dossier médical entre professionnels de santé de plusieurs pays, par des professionnels de santé de plusieurs pays, pardon, qui pourront donc venir demander à consulter le volet de synthèse médicale d'un patient ou une prescription, par exemple. Ce qui est important d'avoir en tête aussi comme grande définition, ce que le règlement entend par dossier médical électronique, en fait, c'est 6 catégories de données que sont le résumé patient ou le volet de synthèse médicale, la e-prescription, la e-dispensation, les informations, les données liées à l'imagerie médicale, donc compte rendu et images, les comptes rendus d'examens médicaux, notamment et principalement les résultats d'examens de laboratoire, et la lettre de sortie de l'hôpital. Ce sont ces données-là qui sont et qui constituent au sens du règlement européen ce que le règlement appelle un dossier médical, ou les éléments clés du dossier médical. Donc voilà pour les grandes lignes de ce que prévoit le règlement sur la partie dossier médical, je dirais, national. Et du coup, si on peut aller à la slide suivante, s'agissant du partage transfrontalier donc, de ces données, eh bien, ce partage transfrontalier, donc, il va permettre, lorsqu'un patient français se déplace en Europe ou lorsqu'un Européen
vient en France, et bien finalement de permettre un accès par les professionnels de santé qui le prennent en charge, donc où que soient ces professionnels de santé dans les 27 États membres, et bien d'accéder aux données essentielles qui vont leur permettre de prendre en charge le patient. C'est déjà opérationnel en France en partie, grâce à un portail qui s'appelle Césali pour Service européen de santé en ligne. Aujourd'hui, les professionnels de santé, les médecins français peuvent accéder au volet de synthèse médicale d'un certain nombre de patients européens. C'est déjà connecté et c'est déjà techniquement possible via le portail web Césali. Tous ces sujets-là, on va y revenir dans les fiches, évidemment. On va vous en reparler. Voilà pour ce qui concerne la partie dossier médical et prise en charge du patient, on va dire ça comme ça. Et donc, on l'a vu, hein, le règlement prévoit des échanges de données à partir de ces dossiers médicaux. Et évidemment, pour permettre ces échanges de données, il faut que les dossiers médicaux soient techniquement interopérables. Et c'est précisément l'objet d'un volet du règlement, le chapitre 3, qui prévoit un niveau d'harmonisation à l'échelle de l'Union européenne. Donc, c'est un début de marché unique des logiciels de dossiers médicaux électroniques, puisqu'il prévoit que ces logiciels doivent obtenir un marquage CE, donc doivent répondre à un certain nombre d'exigences techniques sur deux volets, un volet interopérabilité et un volet traçabilité des accès. Donc, une fois que ces éditeurs de logiciels auront ce marquage CE, ils pourront être mis en service et mis sur le marché de l'Union européenne dans les 27 États membres. Cette procédure de marquage CE, c'est un marquage CE allégé, en tout cas allégé par rapport à d'autres marquages CE existants, puisque c'est un marquage CE qui repose sur un mécanisme d'auto-certification et non pas par une certification par un organisme certificateur. Il y a néanmoins le recours à un environnement de test qui est prévu. Je ne m'attarde pas plus que ça sur ce sujet et on peut passer au deuxième grand volet du règlement qui est l'utilisation secondaire des données. Donc le règlement européen, il prévoit, il propose évidemment une accélération importante de l'utilisation secondaire des données à l'échelle de l'Union européenne, qui est évidemment une formidable opportunité à la fois pour l'Europe, David l'a dit, mais aussi pour la France et pour les 27 pays membres de l'Union européenne. Donc cette accélération de l'usage secondaire des données, concrètement, ça se traduit comment? D'abord, pour les citoyens, là encore, et comme pour l'usage primaire, les citoyens ont des droits renforcés et des droits harmonisés à l'échelle de l'Union européenne, comme un droit de refuser, par exemple, que ces données soient utilisées à des fins secondaires, qui est encadré, et on en reparlera certainement. Les citoyens ont aussi une transparence renforcée, hein. Ils savent, le règlement prévoit des obligations de les informer des suites, finalement, que lorsque leurs données sont réutilisées, ils seront mieux informés, ils disposeront de plus d'informations disponibles sur justement les résultats, par exemple, des recherches qui ont pu être faites. Et puis, bien sûr, d'une manière plus globale, le fait que l'utilisation secondaire des données soit encouragée, ça va permettre le développement de la recherche médicale, de l'innovation, et donc ils vont bénéficier évidemment à terme dans leur santé et dans leur quotidien de ces avancées. Voilà pour les citoyens. En ce qui concerne les détenteurs de données, donc les détenteurs de données, le règlement précise que tous les détenteurs de données électroniques de santé donc seront obligés de mettre à disposition ces données pour permettre leur réutilisation. Alors évidemment, dans des conditions encadrées, etc. Mais c'est vraiment quand même une nouveauté, en tout cas pour nous en France, qui est cette obligation de mise à disposition des données. Quand on parle de données électroniques de santé, au sens du règlement ici du volet secondaire, alors là, tout à l'heure, avec le volet primaire, on était sur le périmètre du dossier médical. Là, évidemment, on a un périmètre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Les données électroniques de santé, ce sont toutes les données qui, de près ou de loin, concernent la santé. Pas seulement la santé des personnes, aussi les systèmes de santé. Donc, c'est toutes des données qui sont à la fois des données à caractère personnel, mais aussi des données qui n'ont aucun caractère personnel. C'est toutes les données de l'assurance maladie, les données des mutuelles, toutes les données de la sphère de la recherche, les cohortes, les registres, les essais cliniques. Bref, c'est un périmètre ultra, ultra large, donc il faut vraiment avoir en tête que beaucoup d'entre nous seront et sommes des détenteurs de données au sens du règlement européen. Donc, une fois qu'on a
que le règlement pose ce principe d'obligation de mise à disposition des données, ben, il prévoit des contreparties, il prévoit la possibilité de percevoir des redevances pour le détenteur, pour compenser les coûts qu'il a induits, lui, en pratique, pour permettre cette réutilisation des données, et puis des mesures aussi qui vont lui permettre de protéger, le cas échéant, soit le secret des affaires, soit ses droits de propriété intellectuelle s'il en a. Dernière grande obligation prévue par le règlement pour le détenteur, alimenter le catalogue des métadonnées. Alors, ce catalogue des métadonnées, ça veut dire que le détenteur, il doit décrire les jeux de données qu'il détient, et il doit porter ces éléments à la connaissance donc de l'organisme responsable de l'accès aux données, on y reviendra, pour que ce soit rendu public. Et pourquoi rendre public ce catalogue des données disponibles? Donc, il ne s'agit pas évidemment de mettre en ligne les données en elles-mêmes, hein. Il s'agit de mettre en ligne un descriptif de ces données. Et bien, tout ça, c'est pour que les utilisateurs, et on en arrive à eux, eh ben, puissent savoir où sont les jeux de données disponibles qui pourraient leur être utiles dans le cadre des utilisations secondaires légitimes qu'ils voudraient faire. Et donc ça, c'est un catalogue qui est tenu à l'échelle de chaque État membre et aussi à l'échelle de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on pourra savoir en temps réel, à l'échelle des 27 États membres, l'ensemble des jeux de données détenus par tous les détenteurs pour pouvoir permettre des réutilisations. Donc ça, c'est une véritable révolution. Et donc cet utilisateur, une fois qu'il aura eu la connaissance des jeux de données disponibles, il pourra bien sûr demander un accès à ces données. Donc là, une procédure, évidemment. Donc c'est une procédure uniformisée. Dans les 27 États membres, ce sera la même procédure, et avec des garanties, évidemment, qui sont largement respectées. Et l'idée, c'est que chaque utilisateur s'adresse à un guichet unique dans son État membre. Et dernière précision peut-être, le règlement permet de faire coexister des mécanismes nationaux d'accès aux données. Donc ça veut dire qu'il ne vient pas forcément écraser toutes les procédures actuelles. On peut les faire coexister, à nous d'imaginer un mécanisme pas trop compliqué pour le faire. Voilà. Deuxième élément important à avoir en tête sur la partie utilisation secondaire, et ce sont des sujets sur lesquels on va revenir évidemment dans les fiches, puisque ce sont des sujets sur lesquels il y a beaucoup de marge de manœuvre laissée aux États membres. Le règlement, il dit que chaque État membre doit désigner un ou plusieurs organismes responsables de l'accès aux données, qui sont des organismes chargés de veiller au respect de l'ensemble des dispositions sur l'utilisation secondaire. Donc c'est un organisme qui a plusieurs missions clés importantes, hein, tout ce qui concerne les autorisations d'accès, la sécurisation, la pseudonymisation, l'information des personnes. Il gère aussi les redevances et surtout il contrôle et il sanctionne le cas échéant les manquements. Donc il est soumis à un certain nombre d'exigences. Il doit proposer un environnement de traitement sécurisé. Il doit aussi avoir une infrastructure qui permet de se connecter aux autres États membres. Et il doit prendre des mesures pour lutter contre les conflits d'intérêts. Donc ça, c'est le premier organisme, on va dire, de gouvernance nationale et qui doit aussi être désigné dans tous les États membres, bien sûr. Et puis, le règlement prévoit aussi d'autres types d'acteurs qui sont des acteurs importants. Premièrement, donc, la possibilité pour les États membres de désigner des détenteurs de données de confiance. Donc ça, on y reviendra. Je ne m'attarde pas plus sur ce sujet-là. Et puis la possibilité aussi de prévoir l'existence d'entités d'intermédiation de données qui auront un rôle important à jouer pour aider et appuyer et se substituer, on va dire, parfois à certains détenteurs de données pour les aider à accomplir et à respecter leurs obligations. Donc on y reviendra là encore. Voilà pour la partie utilisation secondaire des données telles que prévues dans le règlement. Et donc, et bien sûr, ce sujet particulier hein, de l'utilisation secondaire des données, certains d'entre vous le savent déjà, mais on a déjà amorcé depuis plusieurs mois déjà beaucoup de démarches en France à l'échelle nationale, notamment grâce à une stratégie ministérielle interministérielle pardon, nationale sur l'utilisation secondaire. Donc, il y a eu un premier projet de stratégie qui a été mis en concertation. Et donc, la stratégie finale, on va dire, devrait prochainement être rendue publique. Et puis, on a déjà initié des travaux, là aussi avec des concertations. Donc, outre les concertations qu'on mène là en ce moment, on a aussi des concertations en cours sur des actes d'exécution du règlement.
qui sont en cours de préparation par la Commission européenne. C'est un peu comme des décrets d'application, et pour lesquels on a donc une action conjointe qui s'appelle TEDAS 2. C'est un nom que vous devez retenir si vous ne le connaissez pas, et si vous êtes intéressé sur le sujet de l'utilisation secondaire, parce que donc c'est un groupe européen dans lequel plusieurs pays préparent finalement des livrables et des documents sur tous les thèmes, ou quasiment tous les thèmes du chapitre du règlement consacré à l'utilisation secondaire, et qui vont aider et être utilisés par la Commission européenne pour préparer ces actes d'exécution. Donc c'est un sujet évidemment très important. Voilà, j'en ai terminé pour la partie utilisation secondaire. Un dernier point peut-être sur l'arrivée du règlement. Donc, il a été publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il est entré en vigueur en mars 2025. Alors nous, on n'a pas attendu ce moment-là pour vous en parler, hein. C'est un sujet dont on parle depuis le début du projet, comme l'a dit David en introduction. Le projet de règlement qui avait été soumis par la Commission européenne en mai 2022 avait déjà été mis en concertation sur le site de l'ANS, hein, le site participé. Bon, désormais, on entre dans le vif du sujet. Là, tout d'un coup, il a pris corps. Il y a eu toute la phase de négociation, bien entendu. Et maintenant, on se prépare à son entrée en application. Donc, son entrée en application, elle est échelonnée dans le temps. Il y a plusieurs jalons. Il y a un premier jalon qui est à plus 2 ans, c'est-à-dire à mars 2027. Ensuite, un deuxième à mars 2029. Ensuite, un autre à mars 2031. Voilà, pour faire court. Donc, ça nous laisse du temps, et en même temps, pas tant que ça, puisqu'il y a un certain nombre d'actes d'exécution qui devront être pris quand même assez rapidement. Voilà, donc on va vous expliquer maintenant pourquoi on est finalement aussi tenu par des délais contraints qui sont aujourd'hui ceux qu'on vous soumet aussi. Donc cette slide-là, c'est juste un détail de... franchement, je ne vais pas vous la présenter, elle est un peu aride, mais si jamais, de toute façon, vous aurez accès à la présentation. Donc si vous voulez regarder de plus près, on a vraiment détaillé, bloc par bloc, qu'est-ce qui s'applique à quelle date. Là, on peut passer, je vais vous l'épargner. Euh, voilà, donc on en arrive à la phase, à la présentation un petit peu de notre démarche. J'imagine, j'espère que certains d'entre vous ont participé à notre webinaire de lancement qui s'est tenu en mois de mars dernier, où on expliquait déjà un petit peu notre démarche, hein. Donc, on a préparé 15 fiches qu'on va vous présenter juste après, et on a donc d'abord échangé sur ces fiches avec ce qu'on a appelé le premier cercle, c'est-à-dire vraiment les organismes publics très proches et très directement concernés, impactés dans leur mission même, on va dire, hein, par le règlement européen. Et puis là, aujourd'hui, eh bien, fort de ces échanges et de ces premiers échanges qu'on a eus avec le premier cercle, on ouvre la concertation beaucoup plus largement finalement au deuxième cercle, donc à tous les acteurs, on va dire, de l'écosystème, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, et qui sont concernés ou intéressés par le règlement. Du coup, on peut passer peut-être à la slide suivante. Merci Pierre. Donc en termes de calendrier, je vous le disais, on est dans un calendrier qui est très serré, puisque on est dans la phase là, donc, de lancement des concertations du deuxième cercle. On va vous envoyer les fiches le 28 avril, c'est-à-dire lundi. On va les mettre en concertation plutôt, pardon, sur le site web de l'Agence du numérique en santé participer, donc elles seront publiquement consultables, et ce jusqu'au 16 mai, puisqu'on a prévu des ateliers de restitution, des ateliers de travail pour travailler avec vous, enfin avec ceux qui le souhaitent, hein. Pendant Santexpo, on va prévoir 3 ateliers dans la journée du 20 mai. On vous enverra évidemment les liens d'inscription. L'idée, c'est vraiment de travailler un petit peu sur les retours de concertation et sur certains points clés des fiches pour ensuite arriver à finaliser une version, on va dire, stabilisée de ces fiches qui ont vocation à permettre les arbitrages nécessaires, hein. Pourquoi ces arbitrages nécessaires? Parce qu'il y a des marges de manœuvre laissées aux États membres, que donc on doit prendre un certain nombre de décisions, et pour ensuite pouvoir transposer ces décisions dans des dispositions législatives, comme vous l'a dit David, hein, on doit adapter notre cadre législatif, donc il faut rédiger des dispositions, donc il faut anticiper, et si on veut pouvoir soumettre un projet de loi ou des propositions de loi
début 2026 au Parlement, ben nous, il faut qu'on soit prêt avec un projet ficelé, on va dire, en septembre-octobre. Voilà, pour les consultations obligatoires. Donc l'idée, c'est de pouvoir venir vous voir au CNS du 24 juin avec ben, finalement une restitution de l'ensemble des échanges qu'on aura pu avoir et des arbitrages qui finalement auront été retenus dès lors qu'on sera parvenu à retenir un arbitrage. Du coup, la diapo suivante, elle résume un peu ce que je vous ai dit sur finalement la seringue un petit peu dans laquelle on se trouve. Alors là, c'est un entonnoir, mais voilà, on a un chantier législatif à mener, on a des contraintes, etc. Et donc, on a ce chantier législatif, on a, on va dire, potentiellement, quand on prend le texte, on a deux dates, deux grandes dates jalons qui sont d'abord mars 2027 ou mars 2029, puisque en gros, les dispositions s'appliquent pour certaines dès 2027, pour d'autres dès 2029 ou après. Donc on pourrait en théorie découper le chantier législatif potentiellement en deux blocs, mais c'est pas si simple que ça à faire en pratique. On sait déjà qu'on va devoir modifier les dispositions de la loi informatique et liberté, ce qui est appelé la LIL là sur la diapo, et qu'on va devoir aussi modifier les dispositions du Code de la santé publique, plusieurs. Donc, a priori, dans les 15 fiches thématiques qu'on va vous présenter, la plupart sont des sujets qui, d'une manière ou d'une autre, doivent quand même au moins être pré-traités, voire traités complètement dès 2027, et donc à embarquer dans le projet de loi là très rapidement. D'où ces délais un peu contraints, on s'en excuse par avance. Euh, alors, ces 15 fiches, on y arrive. On les a découpées en trois rubriques. Une première rubrique usage primaire, dans laquelle il y a 6 fiches qui vous sont proposées. Une deuxième rubrique usage secondaire, dans laquelle il y a 4 fiches qui vous sont proposées. Et une dernière rubrique gouvernance, qui, elle, comporte 5 fiches. Et du coup, sans plus attendre, euh, je, enfin, avant du moins d'aller de détailler en elles-mêmes les fiches, je me permets de vous remettre dans le viseur pour le coup, euh, d'abord nos attentes vous concernant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de vous finalement dans les retours sur ces fiches. Vous verrez, elles sont toutes présentées à peu près de la même manière. Elles sont, elles présentent donc une thématique, elles présentent les enjeux qui sont soulevés par les arbitrages possibles, et puis elles proposent des scénarios, parfois un seul, la plupart du temps plusieurs quand même, l'idée c'est d'associer à ces scénarios ben, les impacts qui sont associés et qui sont attendus, qui sont organisationnels, financiers. Et donc ça, c'est sur l'ensemble de ces éléments-là qu'on a besoin de vos retours. Il ne s'agit pas de se mettre d'accord. Il s'agit plutôt que vous nous identifiez si vous voyez d'autres scénarios qu'on n'aurait pas imaginés, que vous nous aidiez à alimenter aussi ces impacts, et puis peut-être identifier certains enjeux qu'on aurait loupés, ce qu'on n'espère pas. Mais ça peut toujours arriver. Donc voilà, voilà les trois thématiques sur lesquelles on a réellement besoin de vous. Et puis, des dates clés peut-être à mettre d'ores et déjà dans vos agendas. Donc, le 28 avril, comme je vous le disais, on met les fiches en concertation. Ce sera une concertation publique sur le site de l'ANS, donc avec une contribution publique. La concertation est ouverte jusqu'au 16 mai, qui sera la date limite de retour pour vous. Pour qu'on puisse nous regarder un petit peu et prendre en compte un petit peu déjà ces premiers retours écrits de concertation dans la perspective de la préparation des 3 ateliers de restitution qu'on vous propose le 20 mai. Ce seront des ateliers en présentiel à Santexpo, pendant Santexpo. Et donc, si vous souhaitez y participer, il faudra s'inscrire et il y aura une capacité nécessairement limitée. Et l'idée, c'est vraiment de venir travailler et discuter et euh, interagir, on va dire, sur notamment certains retours euh, qu'on aura reçus, on l'espère du moins. Et le 24 juin, comme vous le disiez, ça, c'est la date du CNS, du Conseil du numérique en santé. Donc, on vous invite aussi à réserver au moins la matinée, mais si ce n'est la journée, parce qu'il y aura peut-être aussi des ateliers.
Voilà j'en ai fini avec la présentation générale. On va passer à la présentation des fiches. Les fiches, ce ne sont pas les fiches détaillées en elles-mêmes, hein, c'est vraiment une synthèse des fiches. Donc on va aller vite puisqu'on en a 15 à vous présenter. Mais bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions dans le canal questions-réponses et on y répondra. Pierre, je t'en prie, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. On va commencer avec la fiche numéro 1 sur faire de mon espace santé le service d'accès aux données pour les citoyens. Donc effectivement, dans les enjeux du règlement sur la partie primaire, il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre de droits des patients qui sont consacrés par ce règlement européen. Donc, la plupart des nouveaux droits sont en fait déjà mis en œuvre dans la plateforme Mon Espace Santé. Donc, il faudra intégrer les droits restants dans les marchés de développement de Mon Espace Santé. Permettre aux citoyens français de récupérer leurs documents de santé produits en Union européenne, mais hors France. Il faudra également modifier la loi pour mettre en œuvre l'obligation pour les acteurs d'envoyer les données de santé électroniques dans Mon Espace Santé, y compris les données de dispensation, pour que les patients y aient accès. Et il faudra prendre en compte également les recommandations du comité citoyen plancher sur l'adoption du règlement européen sur les données de santé et pour s'assurer d'une bonne adhésion de la part des citoyens. Ici, le scénario, puisqu'il est unique, c'est comme le propose le titre, c'est de faire de Mon Espace Santé le service français d'accès aux données de santé électroniques pour les citoyens. Donc, c'est le scénario qui a été retenu par défaut, puisque toute alternative serait nécessairement plus coûteuse et moins efficace au regard et des exigences fixées par le règlement et de ce qui a déjà été fait dans Mon Espace Santé. Donc, je le disais, les évolutions seront sûrement à faire en deux phases sur la partie produit Mon Espace Santé, ajouter être dans les cycles de développement continu qui sont déjà financés et puis se reposer la question à la fin du contrat avec le prestataire actuel pour dimensionner la suite du marché au-delà de 2027. Et puis, il y a une question particulière qu'on va adresser aussi dans d'autres fiches, mais ici sur le volet citoyen, qui est interfacer Mon Espace Santé avec le portail Césali pour permettre aux citoyens français de récupérer les documents de santé qui sont produits hors de France. Sur la fiche, il s'agit de Mon Espace Santé, le service d'accès aux données pour les professionnels de santé. Alors ici, on entend Mon Espace Santé comme le grand espace Mon Espace Santé DMP, où on a donc le règlement, il consacre et il encadre également la mise en œuvre de l'accès aux données de santé pour les professionnels de santé. Nous, ce qu'on propose de retenir comme hypothèse principale de travail, c'est pour les citoyens affiliés en France, la consultation des documents stockés dans les logiciels métiers des professionnels via des API ou via les interfaces web de Mon Espace Santé, de l'ensemble Mon Espace Santé DMP, hein, donc le web PS DMP pour et pour les citoyens affiliés dans d'autres États membres, l'accès aux documents se passera par le portail Césali pour l'envoi aux points de contact nationaux des autres pays. L'enjeu dans cette fiche, c'est de pouvoir mesurer... Pierre, oui. excusez-moi. Excuse-moi de t'interrompre. On a plusieurs participants et moi, ça me fait ça aussi un peu. C'est un peu haché, c'est un peu coupé quand tu parles. Je ne sais pas pourquoi. Euh, parce que c'est le réseau du ministère, j'imagine. Donc, je peux essayer sans caméra, ça sera moins vivant. Écoute, essaie peut-être comme ça. Je te dirai si peut-être ça. un peu plus fluide. Ouais. À mon avis, il faut surtout Ok. que tu restes peut-être face à ton. Je sais pas où est le micro, mais je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On va essayer. Merci beaucoup. Désolé. Hein. Ok. Et on pourra faire une solution de repli en se connectant via un téléphone pour avoir le son. Donc, je reviens sur la fiche numéro 2 pour faire de Mon Espace Santé le service d'accès aux données pour les professionnels de santé. Donc,
quels sont les services nationaux qui sont impactés, quels sont les principaux logiciels à destination des professionnels de santé qui sont impactés également, et le cadre juridique à mettre en place autour de ça. Donc, le scénario envisagé, il est double. Le premier, c'est de faire de Mon Espace Santé et de Césalie les portails d'accès aux données pour les professionnels de santé. Donc, ça veut dire que les professionnels de santé, ils via Mon Espace Santé ou via le back-end, selon le mode d'accès, pour consulter les données de santé des clients en France, et ils se connectent au service Césalie pour consulter les données de citoyens d'un autre État membre. Il y a la clarité qui fait David, Pierre, pardon, qui sont en cours excuse-moi. Pierre, en fait, c'est pas mieux, c'est Oui. pire même. C'est pire, j'ai l'impression. Ça coupe, il y a carrément des moments de coupure de blanc où on t'entend plus. Un autre micro. C'est juste le réseau qui. Moi, je suis sur le réseau du ministère, mais. T'es connecté sur quel? Je peux. Est-ce que tu... Est-ce que tu Vas-y. veux et on essaie le problème technique ou? Je peux prendre le relais pendant un moment et vous essayez peut-être de vous connecter par téléphone. Et puis moi, je peux prendre le relais sur la On va faire présentation ça. des fiches. Ouais. Du coup, j'arrive pas à comprendre où je peux reprendre de manière pertinente. Ben, je vais reprendre toute la fiche 2 peut-être, hein. J'espère que vous avez entendu la fiche 1, les uns et les autres, parce que moi j'avais entendu à peu près. Ça s'est dégradé beaucoup, plutôt sur la 2. Donc, je reprends sur la fiche numéro 2. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, là encore, on va utiliser mon espace santé pour permettre aux professionnels de santé euh, à la fois donc d'alimenter les catégories de données prioritaires dans mon espace santé, qui pourront ainsi être disponibles à l'échelle européenne. Et donc, en gros, voilà, en résumé, c'est ça le propos et le scénario qu'on propose, avec un cas particulier qu'il va falloir traiter, qui concerne, parmi les 6 catégories de données que j'ai évoquées au tout début, donc la e-dispensation qui, elle, va nécessiter, on va dire, un traitement particulier dans la mesure où aujourd'hui, les dispensations ne sont pas contenues dans mon espace santé DMP, alors que les 5 autres catégories le sont ou le seront très prochainement. Voilà pour ce qui concerne, en gros, les fiches 1 et 2. La fiche 1, c'est mon espace santé côté citoyen. La fiche 2, c'est mon espace santé côté professionnel. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Mais vous aurez bien sûr accès aux détails des fiches qui vous apportera beaucoup plus d'éléments plus concrets. La fiche... On essaye de Allez, vas-y, Pierre, ouais. reprendre. Est-ce Tu peux que reprendre là, la ça fiche semble 3. plus fluide? Écoute, pour le moment, ça a l'air d'aller. OK. Tu peux reprendre à Donc, la sur la fiche 3. Voilà. Ouais, la fiche numéro 3 concerne les catégories de données prioritaires. La problématique, c'est du coup de faire une correspondance entre les catégories de données prioritaires qui sont définies dans l'article 14 et précisées dans l'annexe 1 du règlement, avec des documents de santé qui sont existants en France. Donc, il y a un scénario qui est envisagé qui consiste à faire une sorte d'analyse point par point sur les des différentes catégories de données prioritaires, donc qui va du résumé patient qui correspond au volet de synthèse médicale jusqu'au rapport de sortie d'hôpital qu'on mettrait dans les lettres de liaison de sortie au titre du L 1112-1. Et globalement, la liste des catégories prioritaires de données sont celles qui correspondent aux documents qui sont définis par arrêté en application de l'article L 1111-15 et qui doivent être alimentés dans mon espace santé et DMP. Donc, et il y a des marges de manœuvre pour ajouter d'autres catégories de données prioritaires. Et là, a priori, non, la France ne prévoit pas d'en ajouter. Christophe,
La fiche 4, je pense pas. Enfin, Donc, fiche Vous avez 4. coupé. Attends, vas-y. Donc le format, le règlement européen donc donne donne une belle part au sujet d'interopérabilité. Donc en fait, il y a deux composants principaux qui sont exposés dans le format européen. Donc, que devront mettre en œuvre ce qu'on appelle les systèmes de DME, donc les logiciels utilisés par les professionnels de santé, donc les DPI, les SGL, les RIS, enfin tout un tas de systèmes qui traitent des données prioritaires. Donc traiter, ça veut dire stocker, afficher, échanger, insérer, télécharger, donc ces données-là. Donc, tous ces logiciels donc, devront mettre en place deux composants, donc un composant de trace et un composant d'interopérabilité. Donc, la fiche numéro 4, c'est plutôt sur le composant d'interopérabilité. Et donc, le composant d'interopérabilité de ces systèmes-là devra être capable d'échanger des documents au format européen qui s'appelle EHRXF. En fait, derrière ce terme un peu barbare se cachent plusieurs standards. Donc, au niveau des standards techniques, c'est le standard FHIR qui va être utilisé pour tout ce qui est compte rendu données cliniques et le format DICOM pour la partie imagerie médicale. Et il y aura également des propositions d'utiliser des standards sémantiques comme la SNOMED-CT, la SIM, l'OINC, HL7, HL7, des standards HL7, des terminologies des standards HL7. Donc voilà, donc c'est un petit peu vers là où on va. Et en termes de... Alors, poser un standard comme ça veut pas dire grand-chose. Donc, en fait, pour faciliter la lecture de la fiche, il y a un PDF. Je vous ai mis le nom du PDF qui est en bas et qui sera également diffusé avec la fiche sur l'espace de partage de concertation, qui vont permettre qui vont exposer tous les cas d'usage qu'on y a identifiés en France, sur lesquels il y aura un impact du règlement. Et qui va vous permettre de mieux comprendre en fait comment les impacts d'interopérabilité du règlement sur toutes ces applications. Donc ça concerne bien sûr les LPS, mon espace santé, donc tout à l'heure Pierre en a parlé, le DMP, mais ça concerne aussi le dossier pharmaceutique, tout un tas d'applications. Donc voilà, donc cette fiche est à lire avec ce fichier PDF en parallèle. Donc ainsi, au niveau déploiement, donc on envisage deux scénarios. Donc un scénario Big Bang, c'est-à-dire qu'à partir du 23 mars 2029, toutes les applications échangent des documents au format HRXF. Ça, c'est le premier scénario. Et puis l'autre scénario, c'est plutôt un scénario alternatif, un scénario de tuilage, c'est-à-dire que les applications pourront toujours échanger des documents au format CDA, tel que c'est le cas actuellement, mais aussi au format FHIR. Donc, en fait, toute la difficulté en fait, de la mise en œuvre du règlement va être de voir comment on gère le tuilage sur une certaine période, donc à partir du 23 mars 2029 jusqu'à je ne sais pas. Donc voilà. Donc la fiche 4. La fiche 5, donc c'est aussi un sujet de. Alors c'est aussi un sujet d'interopérabilité, mais c'est plus la partie accès aux données de santé des citoyens européens qui viendraient par exemple en France consulter un médecin français. Le médecin français a besoin de consulter le dossier médical d'un citoyen italien, d'un citoyen allemand. Donc on passe par une infrastructure qui s'appelle Ma Santé at You et qui est basée sur en fait l'installation de proxy dans chaque pays. Donc le nom du proxy c'est le NCP-EH, donc on a tiré FR pour la France, mais il y a l'équivalent pour chaque pays. Et du coup, donc les DMP, mon espace santé de chaque pays, donc communiquent via cette infrastructure. Et donc cette fiche donc décrit un petit peu les cas d'usage concernés donc par l'accès à des données de santé des autres pays. Il y a un cas d'usage spécifique aussi à la dispensation dans des pharmacies. Je peux avoir un médecin français qui fait une prescription de médicaments. Je me rends au Luxembourg parce que c'est là où je travaille dans une pharmacie au Luxembourg. Et la pharmacie doit être capable d'aller chercher ma prescription dans mon espace santé, de me délivrer les médicaments et de renvoyer dans mon espace santé la dispensation sous la forme d'un document. Donc ça, c'est un autre cas d'usage. Et du coup, pour la mise en place de cet accès à mon espace, à ma santé, à TUYU, donc en fait, il y a deux possibilités. Donc, passer par un portail web qui s'appelle Cesali, donc en fait, c'est l'équivalent un peu de WebPS DMP, mais en beaucoup plus léger et qui va
permettre donc à un professionnel d'accéder à des documents, à mes documents si je suis dans un autre pays. Et l'autre façon de faire aussi, c'est d'utiliser des API comme on le fait actuellement pour alimenter le DMP. Donc, c'est des API connectés sur Cesali. Et donc, dans ce cas-là, directement à partir des logiciels des professionnels de santé, donc, pourront directement accéder aux données des dossiers médicaux européens sans basculer sur une application web à côté qui s'appelle Cesali. Voilà. Donc, voilà un petit peu les enjeux de la fiche. Si on passe sur la fiche numéro 6, on revient sur le marquage CE des logiciels de dossiers médicaux électroniques. Donc, Jean-Christophe le disait, mais il y a des exigences dans le règlement sur deux aspects. L'aspect interopérabilité avec le format européen des données de santé et puis des aspects de journalisation également des données. Concernant ce marquage, il sera applicable au SI DME s'ils produisent ou consomment l'une des catégories de données prioritaires. Donc, c'est un nombre assez large d'acteurs. Il sera également applicable au DM et IA à haut risque si il y a une allégation par le fabricant d'une interopérabilité avec un SI de DME, donc il est un peu transitif finalement, et l'obligation de marquage CE, pardon, sera préalable à la mise sur le marché européen du système. Ce marquage CE, néanmoins, il se fait par auto-évaluation de la conformité par rapport aux exigences, et même il y a un niveau encore inférieur plutôt de labellisation que de marquage CE pour les applications de bien-être dans cet écosystème. Deux problématiques supplémentaires, la création d'un environnement de test d'interopérabilité qui sera confié à l'ANS, qui est caractérisé dans le règlement, et une autorité de surveillance du marché pour à la fois le mécanisme de signalement des incidents par les utilisateurs, des politiques d'audit a posteriori, et l'application des décisions nationales de mise en conformité pour les autres États membres, donc de coopération. Donc, il y a plusieurs enjeux qui sont identifiés. Hein. Le premier, c'est pour ces composants qui sont harmonisés au niveau européen, en faire un prérequis à l'ouverture du marché. Et en sous-jacent, comme c'est un marquage CE par auto-évaluation, du coup, il y a des enjeux liés à cette auto-évaluation et la fiabilité du marquage CE des dispositifs médicaux électroniques. Au niveau national, un enjeu d'articulation entre les réglementations européennes et nationales, et puis la surveillance de la bonne application de ce règlement. Le scénario qui est envisagé au niveau français, c'est une coexistence du marquage CE et de la certification de conformité nationale. Donc, ça s'exprimait comment par deux niveaux, un double certification finalement, avec d'abord au niveau 1 sur les composants harmonisés, une conformité aux exigences qui donnera le marquage CE et qui permettra la commercialisation sur le marché de l'Union européenne de toutes les solutions. Et enfin, au niveau national, donc en France ici, une conformité aux exigences minimales nationales qui sont complémentaires aux composants qui sont harmonisés. On pense notamment à l'identification des patients via l'INS qui restera en vigueur et qui sera un des prérequis de ce niveau 2 et qui permettra à la solution d'être opérationnelle finalement en France, par exemple en étant connecté à mon espace santé, et qui déclenchera les financements, la prise en charge par l'assurance maladie. Deux variantes à ce scénario, avec une option 1 où la méthode d'auto-évaluation de la conformité pour le marquage CE et la certification de conformité sont auto-évaluées, ou la méthode d'auto-évaluation pour le marquage CE et la vérification sont vérifiées a priori pour les exigences minimales nationales. Donc, on encapsulerait la vérification de l'auto-évaluation dans les vérifications nationales de niveau 2. Ouais, on passe à la fiche 7, usage secondaire. Garde le son sur. Vas-y, c'est là. Je crois que c'est. Vas-y. On prend plus de place. Donc, on rentre dans la partie usage secondaire avec cette fiche sur transparence et droits des personnes.
Donc, la problématique qui est introduite, c'est celle de deux nouveaux droits en application de ce règlement. Donc, le droit de refus à avoir ces données utilisées à des fins d'usage secondaire. Et deux, il y a un droit d'information du patient en cas d'information liée à une constatation significative relative à sa santé. Le patient donc, peut refuser d'avoir cette information. Donc, il y a une marge de manœuvre nationale qui est la possibilité de prévoir des dérogations au droit de refus, notamment en cas d'enjeux de santé publique importants, qui doit rester une exception et pas du tout un cadre en général. Et une autre marge de manœuvre qui est de préciser les conditions d'information de la personne physique dans le cas mentionné dessus. Donc forcément, les enjeux, c'est de trouver un équilibre entre un principe du règlement qui est l'anonymisation quand on peut l'utiliser par défaut, pseudonymisation le cas échéant, et quand même par rapport à ce deuxième droit, la possibilité donc d'améliorer la santé des individus et donc de pouvoir être en capacité de réidentifier malgré tout les individus. Et il faut arriver à faire tout ça de façon la plus simple et la plus lisible possible. Donc, sur les exercice du droit de refus, on considère d'impact important, un petit peu hérité des crises sanitaires. Et la modalité là, de mise en œuvre de ce droit de refus est à préciser, et on verra comment on peut articuler ça, notamment avec le concentrateur de droit de la PDS, qui est le Health Data Hub, et avec potentiellement une articulation avec Mon Espace Santé. Sur l'exercice du droit d'information, on compte effectivement maintenir cette information pour la constatation, et il y aura également des modalités de mise en œuvre à voir et à préciser dans le cadre de la stratégie. Sur la fiche numéro 8, c'est l'organisation des détenteurs de données. Donc, à savoir que cette fiche, elle est liée à une autre fiche sur les organismes responsables de l'accès aux données qui vont permettre finalement de dresser un paysage global en France d'acteurs clés pour la réutilisation des données. Donc, la marge de manœuvre ici, c'est de savoir en premier si on veut étendre les obligations des détenteurs aux chercheurs individuels et aux micro-entreprises. C'est une marge de manœuvre qui va de pair avec la possibilité de désigner des entités d'intermédiation de données de santé qui, comme Émilie l'a expliqué tout à l'heure, sont des structures qui pourraient finalement soulager un détenteur de données des obligations qu'il a, donc via une contractualisation avec ses EID. Et la marge de manœuvre pour l'État, c'est de pouvoir désigner quel détenteur de données devrait passer par des EID pour mettre à disposition les données. Et ce qui est visé dans l'esprit du règlement, c'est justement les chercheurs individuels et les micro-entreprises correspondant à la marge de manœuvre expliquée au-dessus. Et puis la dernière, c'est la possibilité de désigner donc, des détenteurs de données de confiance. Donc, c'est les détenteurs qui sont de confiance, qui rejoignent en quelque sorte quelques rôles des ORAD, donc qui sont en capacité d'instruire des demandes d'accès aux données. Ils sont en capacité de mettre à disposition les données qu'ils détiennent, et puis de travailler, donc de fournir une bulle sécurisée pour travailler sur les traitements qui auront été autorisés, sachant que ça reste dans l'esprit du règlement bien l'ORAD qui donne l'accord final d'utilisation des données. Néanmoins, il y a des procédures qui nous permettraient de simplifier les choses et de donner et de garantir quand même une certaine autonomie aux détenteurs de données de confiance. Donc, les enjeux, c'est la mise en place de la gouvernance, l'articulation entre les DDC, les détenteurs de données de confiance, et les ORAD. Également, ce qu'il est important de faire, c'est de capitaliser sur toutes les initiatives qui existent et qui aujourd'hui fonctionnent et qui ont permis de faire énormément de traitements sur des données pour un usage secondaire, et de s'appuyer sur l'ensemble de ces acteurs et de responsabiliser ces acteurs pour être le plus efficace possible. Donc, par défaut, même si c'est une marge de manœuvre en lien avec les entités d'intermédiation, on ne compte pas étendre automatiquement le périmètre à tous les détenteurs qui sont des chercheurs individuels et des micro-entreprises, sauf dans le cas où on pourrait effectivement
demander un recours à des entités d'intermédiation. C'est un cas particulièrement intéressant quand on a des données qui sont réparties au sein de plein de micro-entreprises, donc micro-entreprises au sens européen des termes, et c'est le cas par exemple pour tout ce qui va être professionnel de santé sur leurs pratiques libérales qui sont en général considérées au sens européen comme des micro-entreprises. Donc si on voulait avoir un accès à ces données, il faudrait leur demander, par exemple, c'est une marge de manœuvre possible, d'avoir recours à des entités d'intermédiation de données, de façon à ne pas faire reposer la charge sur leurs épaules, mais sur un tiers de confiance dans ce cas-là. Et troisième point, le rôle des détenteurs de données de confiance. Donc, c'est un rôle élargi par rapport à un détenteur de données. On compte leur donner le plus d'autonomie possible pour qu'ils puissent continuer. C'est notamment, par exemple, le cas d'entrepôts de tous les entrepôts de données de santé, et notamment les entrepôts de données, par exemple, qui sont vraiment en droite ligne pour devenir détenteurs de données de confiance et qui portent déjà à peu près tous les rôles d'un DDC aujourd'hui. Là, la marge de manœuvre, c'est la procédure de désignation, donc tout le process qui peut venir à désigner une entité comme détenteur de données de confiance pour qu'ils puissent avoir cette autonomie. Donc fiche numéro 9, c'est sur les redevances. Donc là, on ne va pas discuter de toutes les redevances, mais uniquement de la marge de manœuvre. Je vais quand même me permettre un petit rappel. Aujourd'hui, il y a 2 types de redevances qui sont prévues. Une redevance pour la mise à disposition des données. Donc ça, c'est un peu l'ouverture de la bulle de sécurité pour travailler sur les données. Et puis, des redevances liées au coût de préparation et de collecte des données, qui est une exception au DGA, et qui va permettre de rémunérer, en tout cas de compenser les coûts des détenteurs de données par rapport au travail de collecte et de préparation des données. Il y a également un enjeu de favoriser la réutilisation. C'est en lien étroit avec quelque chose de bien plus large qui est un modèle économique qui est globalement viable pour l'ensemble des acteurs, et ça permet également de garantir une équité de traitement, avec donc la marge de manœuvre qui est celle de prévoir des redevances réduites par type d'utilisateur. Et notamment, ce qui est visé là, c'est les entités publiques, les chercheurs et les petites entreprises. Donc, on compte effectivement appliquer par défaut cette marge de manœuvre et d'avoir des redevances qui sont réduites. Il y a une spécificité nationale qui reste à instruire. Aujourd'hui, dans les textes de loi, les accès à la base principale et puis au catalogue du système national de données de santé est gratuit. Aujourd'hui, par rapport aux recommandations, notamment du rapport de Jérôme Marchand-Harvier, il est envisagé d'arrêter la gratuité et de le rendre payant à partir du moment où, évidemment, on aura des délais d'accès à ce SNDS qui deviendront raisonnables et en tout cas compatibles et qui rentrent dans le cadre des exigences du règlement. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Néanmoins, il convient d'avoir une réflexion de fond sur ce modèle. Et la dernière fiche sur l'usage secondaire, c'est sur le périmètre de données, les enjeux éthiques. Donc, il y a l'application nationale qui est de prévoir une instruction via une évaluation éthique et donc un enjeu d'articuler les comités d'éthique. Également, en marge de manœuvre, c'est la possibilité de prévoir des catégories de données supplémentaires, un régime spécifique sur les annotations et enrichissements, et puis des garanties supplémentaires pour certaines catégories de données. En termes de comité d'éthique, la question qui est posée aujourd'hui dans la fiche, c'est de trouver des scénarios envisageables pour simplifier et rapprocher les examens éthiques, notamment les liens entre les CSE locaux qui seront des obligations pour les détenteurs de données de confiance et les examens qui sont faits par le CESRES, qui est déjà un point qui est pris dans le projet de loi simplification de la vie économique. Également, il y a des questions que l'on souhaite poser par rapport aux liens et au rapprochement entre
des études sur l'usage secondaire et des investigations impliquant, enfin des recherches cliniques impliquant la personne humaine et donc des liens avec le CNRIPH et les CPP pour voir comment on peut articuler les choses correctement, notamment dans le cas d'études mixtes qui utilisent à la fois des données déjà acquises et qui vont acquérir des nouvelles données dans le cadre d'études impliquant la personne humaine. Sur le deuxième point, les catégories supplémentaires de données, le règlement étant déjà tellement large par rapport aux données supplémentaires qu'on a manqué un petit peu de créativité pour trouver des nouvelles catégories qui n'auraient pas été prévues dans le règlement. Donc aujourd'hui, si vous voyez, vous, des catégories de données que vous possédez ou dont vous pourriez avoir besoin qui ne sont pas prévues dans le règlement, il ne faut pas hésiter à nous en faire part. Mais par défaut, on n'a pas prévu d'appliquer cette marge de manœuvre et d'élargir à des données qui ne sont pas prévues. Sur le régime d'annotation et d'enrichissement des données, donc on ne souhaite pas créer une obligation nouvelle pour les utilisateurs de contribuer aux données des détenteurs. Néanmoins, on souhaite inciter à le faire. C'est déjà, par ailleurs, dans le cadre des consultations qu'on a fait sur la stratégie sur l'usage secondaire de données de santé, c'est quelque chose qui nous a été remonté par des utilisateurs de données qui souhaitaient contribuer, mais qui, en l'absence de cadre juridique, n'arrivaient pas à le faire. Donc là, effectivement, sans créer une obligation, on peut créer quand même des conditions qui permettent de le faire. Et puis sur les garanties supplémentaires, il y a des réflexions à avoir, notamment pour les catégories de données qui sont prévues pour être mises à disposition en 2031, à savoir, ce sont les données issues des centres de ressources biologiques, les données omiques et les données issues des applications de bien-être. Donc aujourd'hui, il y a un cadre particulier, notamment sur les données génomiques en France, qui est plutôt un régime de consentement qu'un régime d'opt-out. Donc là, il y a effectivement une réflexion à avoir qui sera probablement menée d'ici le deuxième train de projet de loi, comme l'a indiqué Émilie avant. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Merci beaucoup, Aymeric. La suite. Peut-être avant de passer à la suite, un petit rappel de méthodo. Posez bien vos questions dans le canal questions-réponses, s'il vous plaît. J'ai vu qu'il y en avait une qui avait été posée dans le canal conversation. Je l'ai rapatriée dans le canal questions-réponses. J'ai fait un copier-coller de la question. C'était l'INSEE qui posait une question. Alors, c'est une question très spécifique pour le coup, qui est un peu hors du périmètre là, des arbitrages attendus, qui est propre aux données qui seraient couvertes par le secret statistique. Je crois qu'en effet, il y a une harmonisation entre les textes. Bref, il n'y a pas de contradiction, mais on pourra voir ce point dans un deuxième temps. Je crois qu'on avait déjà eu l'occasion d'ailleurs d'échanger sur ce point, mais juste bien reposer les questions dans le canal questions-réponses, ça permet de les partager. Et j'en ai profité pour repréciser dans le canal questions-réponses également que le replay de ce webinaire et le support seront disponibles et seront mis en ligne par l'ANS d'une part et également sur le site web du ministère de la Santé. On a créé une page dédiée, je vous ai mis le lien, qu'on met à jour régulièrement et qu'on mettra à jour lundi avec tous les liens utiles. Et cette page, on la met à jour à peu près 1 à 2 fois par mois, où on rajoute des informations utiles, des documents, des liens, des présentations. Bref, si vous voulez vous acculturer, vous familiariser avec le règlement, c'est vraiment la page qu'il faut suivre. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. J'ai essayé de répondre à un certain nombre de questions. Évidemment, c'est des réponses un peu rapides et on pourra avoir l'occasion d'échanger à nouveau. Et c'est davantage finalement des questions sur ce que prévoit le règlement. Donc c'est quand même évidemment toujours utile et ça nourrit bien la discussion. Donc merci beaucoup pour ces questions. Donc on en arrive aux dernières fiches qui sont les 5 fiches gouvernance. Peut-être vous pouvez couper le son dans la salle si ça ne vous embête pas. Ça fait. Merci beaucoup. Alors, pour ces fiches gouvernance, la première, elle concerne, on va dire, la gouvernance de l'usage primaire prévu dans le règlement, puisque le règlement prévoit que les États membres doivent désigner des autorités compétentes. C'est le cas de quasiment tous les règlements, hein. Donc, une autorité qu'on appelle autorité de santé numérique compétente pour superviser en gros tout le volet usage primaire qu'on vous a présenté déjà, à savoir
vérifier le bon respect de l'accès au dossier médical par le patient, le bon respect de toutes les dispositions propres à l'accès par les professionnels de santé et au format de données, etc. Et puis, une autorité qui sera une autorité de surveillance des marchés, elle, dédiée et spécifique au cas particulier des règles de marquage CE auxquelles seront soumis les éditeurs de logiciels de dossiers médicaux électroniques. Donc, ces deux autorités, par définition, aujourd'hui, ben, n'existent pas, hein, puisqu'elles sont créées par le règlement. En revanche, quand on a regardé l'existant, finalement, des missions qui étaient aujourd'hui exercées par notamment la DNS, c'est-à-dire nous-mêmes, le ministère de la Santé, et l'Agence du numérique en santé, ben, on peut retrouver un certain nombre des missions qui sont dévolues à cette autorité de santé numérique. Quasi toutes les missions, on les retrouve entre la DNS et l'ANS, on va dire ça comme ça. Donc, nous, il nous a paru intéressant de capitaliser sur l'existant quand même et de proposer, du coup, a priori, en tout cas, c'est un des scénarios qu'on propose, qui serait de dire, ben, finalement, pour l'autorité de santé numérique, ça se passe entre la DNS et l'ANS, à répartir les tâches assez précisément entre ces deux organismes-là, entre eux, entre l'ANS, l'agence et nous. En revanche, pour l'autorité de santé, l'autorité de surveillance des marchés, bien sûr, là, c'est tout nouveau, il n'y en a pas. Pas du tout, en tout cas, dans le secteur des logiciels de dossiers médicaux électroniques. En revanche, dans la sphère de la santé, on a bien la NSM, qui, elle, est autorité de surveillance des marchés pour les dispositifs médicaux, notamment les dispositifs médicaux numériques. Donc, il y a certainement quelque chose à creuser avec la NSM en particulier. Donc, dans le premier scénario, pour cette autorité de surveillance des marchés, on propose soit que ce soit le ministère chargé de la santé, c'est le cas dans certains autres secteurs d'activité, pour d'autres types de produits que des logiciels de dossiers médicaux évidemment, ou alors une autre entité à désigner. Dans le deuxième scénario du coup qu'on envisage, on imagine peut-être de centraliser toutes les compétences, donc à la fois de l'autorité de santé numérique, mais aussi de l'autorité de surveillance des marchés, dans une seule structure qu'on connaît déjà, qui existe, qui serait l'ANS. Beaucoup d'impact, hein. Donc là, ça fait partie des pistes de réflexion sur lesquelles on est aussi preneur évidemment de vos apports. Et puis, troisième scénario, une seule autorité, mais une nouvelle structure créée ad hoc pour l'occasion. Voilà, donc ça fait partie des éléments que vous retrouverez plus en détail dans la fiche. On passe à la fiche suivante qui concerne l'autre autorité compétente nationale et qui est cette fois-ci pour l'utilisation secondaire. Je laisse la parole à Aymeric. Oui, donc c'est les fameux donc organismes responsables des accès aux données, les ORAD. La marge de manœuvre, hein, c'est désigner un ou plusieurs ORAD pour accomplir les tâches et les obligations de ceux-ci. On a certaines d'obligations, donc c'est des missions qui sont assez larges, et évidemment de pouvoir garder les mécanismes nationaux. Donc les enjeux, c'est d'avoir quelque chose, un système qui est globalement simple, une cohérence nationale, de s'appuyer sur les missions qui sont déjà endossées par les deux acteurs dont je vais parler juste après, hein, la PDS et la CNIL notamment, de voir comment articuler les nouvelles missions qui sont aujourd'hui pas ou peu réalisées par ces acteurs, puis avoir une logique évidemment de rationalisation des ressources. Aujourd'hui, après pas mal de discussions, notamment avec ces acteurs, il y a un scénario commun avec quelques variantes qui se dessinent et puis une option supplémentaire. Donc, le scénario commun, c'est avoir des évolutions de la plateforme de données de santé de la CNIL vers les deux ORAD principaux qui pourront se partager les missions. La CNIL en charge de la régulation des demandes d'autorisation de contrôle et de sanctions, et puis la PDS qui peut assurer les autres missions, notamment le fameux catalogue national
donc le catalogue des métadonnées, en tout cas le répertoire de l'ensemble des bases de données qui sont à disposition, réaliser la mise à disposition, la transparence, tout ce qui a été un petit peu expliqué dans les fiches précédentes sur l'usage secondaire. Il y a deux variantes qu'on proposera dans la fiche, notamment sur l'instruction des demandes, avec une option où la CNIL peut instruire les demandes dans son périmètre actuel et la PDS instruit les autres demandes, notamment ce qu'ils font déjà sur les référentiels, les échantillons du SNDS. L'option 2, c'est d'avoir la PDS qui instruit toutes les demandes, mais dans un cadre qui est déterminé par la CNIL. Enfin, dans les marges de manœuvre, à partir du moment où il existe plus d'1 ORAD, il doit exister un ORAD coordonnateur. Là-dessus, on envisage deux options, que ce soit la PDS qui soit désignée en ORAD coordinateur, soit potentiellement, même s'il n'a pas de mission opérationnelle, que le ministère en charge de la santé, en tout cas Travail, Santé, Solidarité, Famille, soit désigné comme ORAD coordinateur dans ses rôles de lien notamment avec l'Europe. Donc, il y a une gouvernance qui reste encore à préciser, mais sur lequel on a les grands éléments. Également, il y a des travaux d'approfondissement en cours sur la désignation potentielle de ce qu'on appelle des ORAD thématiques supplémentaires qui, dans ce qu'on envisage, seraient a priori peu nombreux dans le scénario où on s'appuie effectivement sur des détenteurs de données de confiance pour un petit peu répartir la charge et puis autonomiser l'ensemble des acteurs qui réalisent par ailleurs déjà la plupart des actions des détenteurs de données de confiance, qui paraît être une démarche plus souple, plutôt à la main du national, là où les ORAD doivent être notifiés auprès de la Commission européenne avec des règles qui seront plus lourde. Néanmoins, c'est une option qui a été demandée par pas mal d'acteurs et qui reste aujourd'hui à l'étude. Merci, Aymeric. On peut passer du coup à la fiche numéro 13. Donc, la fiche numéro 13, elle concerne l'obligation, là aussi, de désigner pour les États membres des points de contact nationaux, qui seront des nœuds, en fait, de communication, on va dire, entre les 27 États membres et aussi avec les infrastructures proposées par la Commission européenne. Donc, ces points de contact, il y en a deux qui sont prévus. Un point de contact pour l'utilisation primaire, qui s'appelle Ma Santé ATUE, et un point de contact pour l'utilisation secondaire, Données de santé ATUE. Donc, ça se relie tout à fait avec les thématiques qui nous ont été présentées dans le cadre de l'usage primaire, notamment dans le cadre de CESALI. Le point de contact national, c'est lui qui va faire la charnière, en fait, entre les données nationales et les autres Européens qui vont vouloir accéder à ces données-là. Là encore, on a fait comme pour le reste, hein, et comme pour les autres autorités ou organismes nationaux à désigner, on a regardé l'existant. Finalement, on a vu que sur la partie usage primaire, aujourd'hui, il y a déjà un point de contact national, hein, puisqu'on a déjà, je vous l'ai expliqué, des échanges transfrontaliers qui sont déjà opérationnels pour notamment le dossier médical, une partie du dossier médical en tout cas. Et bien là, aujourd'hui, c'est l'ANS, l'Agence du numérique en santé, qui est le point de contact national pour l'usage primaire. En revanche, pour l'utilisation secondaire, évidemment, comme le mécanisme créé par le règlement est tout nouveau, ben, il n'y en a pas aujourd'hui en France. Mais la plateforme des données de santé s'est déjà positionnée pour notamment préparer un projet pilote à l'échelle européenne. Donc, le premier scénario qu'on propose, c'est assez logiquement, finalement d'avoir deux points de contact nationaux, l'un hébergé et supporté, on va dire, par l'ANS et l'autre par la plateforme des données de santé. Et le deuxième scénario envisagé, c'est de n'avoir qu'une seule structure unique, en fait, qui hébergerait donc les deux points de contact nationaux. Et donc, dans cette hypothèse-là, on pourrait imaginer plusieurs variantes, hein. Soit ce serait l'ANS qui prendrait les deux, soit ce serait la plateforme de santé qui prendrait les deux, ou on créerait une nouvelle structure ad hoc. Les impacts, évidemment, sont bien différents dans les différentes situations et on vous les détaillera dans la fiche.
Voilà pour la partie point de contact. On passe à la fiche suivante qui concerne l'hébergement et la sécurisation des données. Sur ce sujet, le règlement européen prévoit des dispositions assez succinctes, mais il prévoit néanmoins donc la possibilité pour les États membres de prévoir des mesures renforcées de protection des données, notamment pour l'usage primaire. Et pour l'usage secondaire, il harmonise un certain nombre de règles, notamment d'exigences de localisation sur le territoire de l'Union européenne des données traitées par l'organisme responsable de l'accès aux données, des données traitées par les détenteurs de données de confiance et des points de contact nationaux. Donc, ceux-là devront forcément être localisés et hébergés sur le territoire de l'Union européenne. Il prévoit certains régimes d'exception ou de dérogation. Nous, on n'envisage pas du tout d'y déroger. On a à cœur, justement, d'essayer de maintenir et de garantir un niveau élevé de sécurisation. Et donc, on se dit que c'est l'occasion, peut-être, de remettre à plat un tout petit peu les différentes réglementations qui sont aujourd'hui en vigueur. En tout cas, nécessairement, l'arrivée du règlement, elle vient questionner l'articulation de ces différentes réglementations. On a aujourd'hui, par exemple, une certification hébergeur de données de santé qui ne s'applique qu'aux acteurs du soin, usage primaire, lorsqu'ils externalisent l'hébergement de leurs données. On a la loi sécuriser et réguler l'espace numérique SREN qui prévoit des règles renforcées pour le recours à des opérateurs cloud de l'État. L'article 32 renforce et rapatrie dans un cloud obligatoirement souverain, notamment l'hébergement par la plateforme des données de santé, mais pas que, hein, il vient aussi compléter les exigences du référentiel, enfin de la certification HDS, et donc prendre acte un petit peu déjà des évolutions qu'on avait, nous, initiées dans l'arrêté approuvant le référentiel. Là, le législateur a souhaité faire remonter ces garanties à un niveau législatif. Et puis, par ailleurs, on a d'autres référentiels applicables à l'utilisation secondaire, qui sont le référentiel SNDS, le référentiel applicable aux entrepôts de données de santé, le référentiel d'ACNIL. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que ce règlement n'est pas l'occasion pour nous de repenser un peu tout ça, d'essayer de voir et de positionner le curseur à certains endroits. Donc, c'est des sujets évidemment sensibles, compliqués, avec des impacts majeurs potentiels hein, pour les acteurs. Et finalement, on propose divers scénarios, aussi bien pour l'usage primaire que pour l'usage secondaire, qui vont d'un mécanisme d'exigence très élargi sur un périmètre élargi par rapport à aujourd'hui d'une certification HDS, avec tous les impacts que ça peut avoir, hein, certification payante par un tiers certificateur, etc., jusqu'à des obligations un peu moins contraignantes. Donc ça, c'est un curseur, en fait. Il y a plusieurs manières de le positionner pour la partie usage primaire. Et pour la partie usage secondaire, a priori, l'idée, ce serait de se dire, là aussi, on pourrait créer un socle de base avec des exigences un peu du type de celles qui sont dans la certification HDS, mais prévoir un référentiel un peu plus ad hoc, on va dire, applicable à tous les responsables de traitement de données à caractère personnel de santé, qui serait une sorte de refonte et de mélange des actuels référentiels SNDS, entrepôt de données, et tous les différents référentiels qui existent actuellement et qui sont parfois difficiles à combiner pour les détenteurs de données. Et autre piste, finalement, étendre ce que prévoit le règlement, hein, cette obligation de traitement et de stockage des données que le règlement prévoit pour l'organisme responsable de l'accès aux données, se poser la question de l'étendre à tous les détenteurs de données, là encore avec tous les impacts que ça implique. Donc, je ne doute pas que cette fiche suscitera pas mal de réactions et c'est précisément pour ça qu'on a proposé de ce sujet-là qui laisse quand même pas mal de marge de manœuvre pour le coup à la France. La dernière fiche qui concerne les sanctions. Alors les sanctions, le règlement en fait prévoit en dur, je dirais, et en harmonisé dans les 27 États membres, uniquement certaines sanctions, uniquement pour l'utilisation secondaire. Ce sont des sanctions de nature administrative, hein, des amendes, un peu comme celles prévues dans le RGPD. Ça ressemble tout à fait en termes de montant maximum, prononcé donc par l'organisme responsable de l'accès aux données.
pour prononcer vis-à-vis du détenteur de données, par exemple qui refuserait de communiquer les données, ou de l'utilisateur qui ne respecterait pas le périmètre de l'autorisation qui lui a été délivrée. Et puis, le règlement il dit par ailleurs, il faut, vous, États membres, que vous prévoyez les autres sanctions aux autres manquements. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut déterminer quel type de sanctions pour quel type d'organisme, voilà, est-ce qu'on adapte. Donc, le règlement laisse là encore une certaine marge de manœuvre pour ces sanctions autres que celles prévues d'ores et déjà en dur dans le règlement. Donc d'abord, le premier enjeu de cette fiche, finalement, c'est pas tellement des scénarios, hein, c'est plus une fiche un peu pédagogique. En fait, on a recensé tous les manquements listés dans le règlement et en face, on vous propose de réfléchir à des sanctions possibles avec des impacts évidemment différents selon les cas. Donc, quel type de sanction, hein, une amende administrative, une autre sanction administrative ou voire même une sanction pénale dans certains cas, pourquoi pas, quand le manquement porte atteinte manifeste à l'ordre public. Et en tout cas, on vous propose aussi un certain nombre de premières orientations, d'abord, qui serait par exemple d'exclure l'État du périmètre des sanctions. C'est ce qui est prévu aussi actuellement dans la LIL. De prévoir que quand il y a des amendes administratives qui seraient prévues, ben, elles s'appliquent aussi bien aux organismes publics qu'aux organismes privés. Et puis rappeler que pour certains organismes, tels que l'organisme responsable de l'accès aux données ou l'autorité de santé numérique, qui viendrait à ne pas respecter certaines de ces obligations parce qu'ils en ont aussi, eh bien là, on appliquerait les règles classiques du recours contentieux, par exemple. Et en termes de manquements, donc outre les manquements déjà prévus par le règlement et les manquements prévus au respect des droits des personnes qui, eux, sont renvoyés vers l'autorité de protection des données, donc ce sera la CNIL en fait qui gérera ça, et c'est tout à fait logique d'ailleurs. Sur l'usage primaire, nous, on a identifié 3 sanctions nouvelles qui seraient à prévoir. Sur l'usage secondaire, il y en aurait 7 éventuelles. Et une dernière sur sur le sujet de l'hébergement, de la sécurité des données. Voilà pour les sanctions. Et du coup, on en a fini avec toutes les fiches. Peut-être, du coup, on peut regarder, passer un petit moment sur les questions. J'ai perdu le fil des questions, du coup. Alors, je vois une question. Ah, mais il y a déjà une réponse. Parfait, Emeric a répondu. Il y a une question de Laurent Becca. Existe-t-il une réflexion concernant les recours relatifs aux données qui, bien qu'ayant initialement subi des processus d'anonymisation ou de pseudonymisation, pourraient finir par être assimilés a posteriori à des données personnelles suite à des croisements, enrichissements, utilisation de nouvelles technologies? Oui. Alors, comme le règlement, il s'applique différemment aux données personnelles et non personnelles, je ne suis pas certaine qu'il y ait un impact majeur. Mais de toute façon, il y a quand même un impact. C'est pas le même type d'autorisation qu'on demande, que l'utilisateur va demander, selon qu'il demande à accéder à des données euh, anonymes ou des données autres qu'anonymes, on va dire. Mais on appliquera a priori les règles classiques de ce qu'on entend par des données anonymes, hein, donc c'est-à-dire les recommandations des CNIL européennes. Donc là, à ce stade, on n'a pas mené plus de réflexion. Et je crois savoir que dans le cadre de la stratégie nationale, Emeric, il est quand même prévu de réfléchir à ces questions d'anonymisation, de pseudonymisation. Oui, Je sais ça pas fait si- fait partie des points qui sont abordés. Et puis, par rapport à ce qui a été fait sur les documents mis en consultation pour la stratégie le 30 septembre dernier, on prévoit d'enrichir toute la réflexion par rapport aux nouvelles technologies et ce qui pourrait être fait dedans. Après, par rapport à ce premier point, ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que les traitements, ils sont autorisés pour des finalités qui sont autorisées et il y a une évaluation éthique et scientifique qui peut, le cas échéant, s'il pense le comité qu'il y a un risque de réidentification des personnes, prendre des mesures pour essayer de s'en prémunir. Mais c'est effectivement un risque qui, par ailleurs, existe déjà aujourd'hui, notamment sur la plupart des usages du SNDS. Hein. Donc, c'est pris en compte dans les autorisations, normalement.
Et du coup, le deuxième point de votre question, je crois la comprendre, y a-t-il un socle commun référentiel pour les réglementations RGPD, HDS, EEDS? Je comprends votre point. C'est un peu la notion d'empilement des réglementations. Donc, évidemment, nous, dans la préparation à l'arrivée de ce règlement, on a à cœur de ne pas surempiler des réglementations complémentaires. Donc, évidemment que notre idée et notre perspective, notamment sur l'aspect sécurisation des données, ce serait d'avoir des choses qui soient relativement simples et univoques et applicables finalement aux données de santé. En tout cas aux données de santé à caractère personnel. Donc on fera de toute façon quelque chose de commun à RGPD, HDS, EEDS, ça c'est sûr. Après, AI Act, ça c'est un peu plus spécifique pour le coup, parce que ça touche pas forcément que les données de santé. Et sur les aspects sécurisation, donc on regardera aussi à ne pas. L'idée c'est de vous proposer et d'arriver à proposer des référentiels de sécurité qui soient justement finalement à l'épreuve, on va dire, de l'ensemble des réglementations, dès lors que ces réglementations laissent une marge de manœuvre aux États membres. Et c'est le cas du RGPD, c'est le cas du règlement EDS. Sur les Act, comme il y a un marquage CE quand même pour, en tout cas, à minima les dispositifs médicaux qui embarquent de l'IA, ça je ne m'aventurerai pas là, je ne peux pas répondre là comme ça sur le siège. Mais en tout cas, pour ce qui est des données de santé en elles-mêmes, oui, on va faire quelque chose qui sera RGPD, HDS, EEDS. C'est notre objectif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parlera et qu'on discutera beaucoup de cette question avec la CNIL notamment. OK. Et ensuite, donc une question de Nicolas Limoges. Bonjour, la fiche 14 implique pour les établissements de santé de se mettre en conformité avec la certification HDS ou d'externaliser auprès d'une structure HDS. Euh, Vous verrez dans la fiche, on propose plusieurs scénarios. Mais en effet, parmi les scénarios, il y aurait celui de dire que même dans le cas où l'hébergement n'est pas externalisé, il pourrait y avoir une certification HDS. Ça fait partie des scénarios envisagés. OK. Je ne vois pas d'autres questions, à moins que j'en ai loupé certaines. Euh, Ah si. Ah si. Non, ça c'est. Ah, il y a un écho. Non, c'est celle à laquelle Amérique a répondu sur la préparation des actes d'exécution. OK. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Eh bien, écoutez, dans ce cas, on va pouvoir conclure. Donc, simplement, avant de terminer, peut-être vous rappeler les dates clés, les jalons. Donc, on va vous envoyer par mail lundi les liens vers le site de l'ANS. Donc, c'est la plateforme participée de l'ANS. Si jamais vous loupiez votre mail, de toute façon, ce sera mis en ligne lundi sur la plateforme participée de l'ANS. Donc, vous aurez les fiches. On vous expliquera, il y aura un petit mode d'emploi pour vous expliquer un petit peu la manière dont on vous propose de nous faire vos retours de concertation. Et donc, vous avez jusqu'au 16 mai au soir pour pouvoir le faire, donc n'hésitez pas. Et ensuite, ceux qui le souhaitent parmi vous pourront s'inscrire donc aux ateliers du 20 mai avec l'idée de discuter uniquement les fiches et certaines thématiques des fiches. Évidemment, les ateliers, on ne pourra pas aller creuser l'intégralité des 15 fiches. Et donc, ces ateliers, ils seront organisés comme les fiches, en fait. Il y aura un atelier usage primaire dans lequel on parlera des fiches usage primaire. Il y aura un atelier usage secondaire dans lequel on parlera des fiches usage secondaire. Et il y aura un atelier gouvernance dans lequel on parlera des fiches gouvernance. Donc, en fonction des sujets qui vous intéressent et en fonction des sujets sur lesquels vous aurez pu contribuer, eh bien, écoutez, inscrivez-vous et on fera au maximum pour accueillir le maximum de gens. Mais comme on a voulu faire du présentiel, ça nous paraît important, eh bien, évidemment, on est contraint un peu par le nombre. Voilà.
Il nous reste à vous remercier pour toutes les questions que vous avez posées, pour l'intérêt que vous manifestez pour ce sujet, qui est un sujet hyper important et qui ouvre de belles perspectives pour les années à venir et qui soulève aussi un certain nombre de challenges, bien sûr, on en est conscient. Donc on a besoin de vous aussi pour nous aider collectivement à mettre en œuvre ce règlement. Merci à tous et toutes et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.